Si vous suivez mes analyses, vous savez déjà que l'Arc de Triomphe renferme des secrets ésotériques qui, pendant près de 2 siècles, sont passés entièrement inaperçus, jusqu'à ces vidéos. Dans les épisodes précédents, nous avons commencé à explorer le relief du pilier nord-est, la célèbre sculpture de François Rude, le départ des volontaires de 1792, plus connu sous le nom de la Marseillaise. Elle fut commandée par Louis-Philippe comme symbole unificateur entre monarchistes et révolutionnaires, et elle représente l'engagement des volontaires nationaux contre les armées prussiennes et autrichiennes. Nous y avons découvert de nombreuses références ésotériques, c'est-à-dire des messages cachés, invisibles au grand public et destinés à un groupe restreint d'initiés. Nous avons ainsi repéré la scène mythologique de la naissance d'Athéna et celle du rapt de Ganymède. Enfin, nous avons décelé 10 des signes du zodiaque. Mais si nous avons décrypté ces secrets, de nombreuses questions subsistent. Pourquoi ces étranges références? Pourquoi les avoir dissimulées? Et à qui étaient-elles adressées? Nous allons voir que nous ne pouvions pas répondre à ces questions pour une raison très simple. Ces messages ne constituent pas une énigme autonome. En fait, ils ne sont que quelques fragments isolés d'un puzzle beaucoup plus vaste. Croyez-moi, l'énigme est bien plus riche et bien plus fascinante que ce qu'elle a laissé entrevoir jusqu'ici. Nous en avons à peine effleuré la surface. Aujourd'hui, nous pénétrons au cœur du mystère qui entoure la Marseillaise. Je vous présente un point essentiel de mon analyse en vous révélant la véritable signification de ce relief. D'un côté, cela va expliquer la présence des signes du zodiaque, et j'en dévoilerai d'ailleurs un nouveau. Mais d'un autre côté, le mystère, loin de se dissiper, ne fera qu'épaissir davantage. Installez-vous confortablement, nous commençons. Dans le premier épisode, nous avons réalisé que la Marseillaise a été sculptée à l'envers et qu'en inversant une image de la sculpture, on pouvait déceler des secrets invisibles sur l'original. Comment cela fonctionne-t-il? Inverser le haut et le bas est une technique classique pour dissimuler une image dans une autre. Dans l'exemple que voici, le portrait d'un soldat est mis en évidence, mais son cheval est aussi présent, visible seulement en retournant la carte. Inverser la gauche et la droite est une méthode moins efficace, mais elle fonctionne tout de même quand il s'agit de masquer une scène traditionnellement représentée dans une orientation fixe. La naissance d'Athéna constitue un bon exemple. Sur les vases antiques, la déesse est toujours tournée vers le côté droit du spectateur. Il s'agit d'une convention où la droite est la direction narrative par défaut. Comme un texte, l'image se lit de gauche à droite. Athéna émerge de la tête de Zeus, puis, armée d'une lance, s'avance avec détermination. En orientant sa victoire vers la gauche, Rude a rendu le lien avec la naissance d'Athéna plus difficile à percevoir. Si l'on renverse l'image, il devient alors plus aisé de reconnaître la déesse tournée dans la direction attendue. Ce principe de l'inversion de la gauche et de la droite s'applique également à la nouvelle scène que nous allons étudier aujourd'hui. Avant de vous la montrer, nous devons d'abord faire un détour par l'Antiquité et par une religion païenne peu connue du grand public. Il faut rappeler que, jusqu'à la fin du IVe siècle, dans l'Empire romain, de nombreux cultes coexistaient aux côtés de la religion polythéiste officielle, dominée par la figure de Jupiter. L'un d'eux était secret, avait un caractère initiatique et s'appelait les mystères de Mithra. C'est de ce culte que nous allons parler. Au fond des temples souterrains où il était pratiqué, trônait la représentation sculptée ou peinte d'une scène appelée la tauroctonie mithriaque, montrant la divinité, Mithra, en train de sacrifier un taureau. Voici quelques exemples d'artefacts mis au jour par les fouilles archéologiques. Comme vous le voyez, la composition de cette scène est extrêmement codifiée. On y voit la déité, coiffée d'un bonnet phrygien, sa cape soulevée par le vent, dominant un taureau allongé. Mithra regarde vers l'arrière, relève la tête de l'animal et plante la lame de son glaive dans son flanc. Vous pouvez aussi constater que Mithra et le taureau sont toujours orientés vers la droite. Je vous propose maintenant de comparer la figure de Mithra sacrifiant le taureau avec l'image inversée de la victoire sur la Marseillaise. Regardez, les deux personnages sont coiffés d'un bonnet phrygien. Leurs visages sont tournés vers l'arrière.
Ils sont armés d'un glaive. Ils sont inclinés au-dessus d'un gros animal, un cheval ou un taureau, qui a le museau levé vers le ciel. Leur jambe droite est tendue vers l'arrière, tandis que leur gauche est repliée sur l'animal au-dessous d'eux. Finalement, l'aile de la victoire rappelle la cape du dieu romain. À ce stade, on pourrait se demander si Rude ne s'est pas inspiré d'une représentation de Mitra pour sculpter sa victoire. Mais nous allons voir maintenant que la ressemblance avec la tauroctonie ne s'arrête pas à la victoire. La scène sacrificielle ne montre pas seulement Mitra et le taureau. On peut voir notamment, de chaque côté, un personnage que l'on qualifie de dadophore, ce qui signifie porteur de torche. Voici leurs caractéristiques. Ils sont plus petits que Mitra, ils portent aussi des bonnets phrygiens et ont souvent la particularité de se tenir debout avec les jambes croisées. L'un d'eux est nommé Kotopatès. Il est presque toujours situé à gauche de la scène, donc derrière le taureau, et curieusement, il tient sa torche pointée vers le bas. L'autre, appelé Kotès, est généralement placé sur la droite et oriente sa torche vers le haut. Les historiens interprètent Kotopatès comme symbolisant le coucher du soleil, l'équinoxe d'automne ou la mort, alors qu'ils voient Kotès comme une représentation du lever du soleil, de l'équinoxe de printemps ou de la naissance. Pour d'autres, les dadophores évoqueraient la métempsychose, l'un représentant l'incarnation de l'âme sur terre et l'autre son départ. Sur la Marseillaise, observons le soldat qui souffle dans un corps. Comme Kotès, il s'agit d'un personnage de petite taille, il fait presque une tête de moins que le guerrier. Il porte un casque phrygien dont le profil imite celui du bonnet phrygien, le couvre-chef de Kotès. Ses jambes sont croisées, tout comme celles de Kotès, et il tient sa lance courte pointée vers le haut, comme Kotès tient sa torche. On peut également noter qu'au-dessus de lui, Rude a disposé des lances en éventail. Serait-ce pour évoquer l'arbre que l'on voit parfois derrière Kotès? Et au sommet de cet arbre, Rude a placé un coq. C'est intéressant, car Kotès est parfois accompagné de cet oiseau. En plaçant son coq directement au-dessus du soldat, Rude pourrait nous suggérer « Regardez, en dessous, c'est Kotès ». Si l'on observe maintenant, de l'autre côté de la sculpture, le soldat qui tient une épée, on remarque que c'est aussi un petit personnage, du moins par rapport au guerrier, et qu'il tient son arme pointée vers le bas, comme Kotopatès sa torche. Si l'on considère ensemble ces deux soldats et la victoire, on pourrait alors se demander si Rude, pour quelque étrange raison, aurait voulu intégrer une tauroctonie mitriaque à son relief. Les personnages sont correctement placés pour recréer la scène. Et là, je vous entends vous exclamer « Mais pour que la Marseillaise comporte en elle un tel taurobol, il serait indispensable qu'elle contienne un taureau, et ce n'est pas le cas. » Eh bien, souvenez-vous que Rude a usé de très nombreux stratagèmes pour dissimuler ses références. Il voulait que les profanes ne voient qu'une troupe de soldats révolutionnaires partant au combat, et un taureau sacrifié n'avait évidemment pas sa place dans une telle composition. Mais regardez, voici le signe astrologique du taureau. Si on le fait pivoter d'un quart de tour, nous obtenons un taureau couché. Maintenant, considérez le bouclier rond derrière le grand guerrier et l'arc qui lui est accolé. Vous voyez? C'est le taureau allongé, sacrifié. Nous pouvons même ajouter un élément supplémentaire. Vous voyez le lion tourné vers la gauche, juste sous le taureau. Vous rappelle-t-il quelque chose? Le félin gravé sur le bouclier, bien sûr. La scène que je voulais vous dévoiler aujourd'hui est maintenant complète. C'est la tauroctonie mitriaque. Encore une fois, Rude l'a sculptée à l'envers pour mieux la camoufler. Mais une fois l'image retournée, comment ne pas remarquer toutes les similarités que nous avons décrites? Non seulement la victoire rappelle Mitra, mais les deux soldats, sur les côtés, évoquent les dadophores. Et au milieu, il y a cette allusion au taureau subjugué. Le nouveau signe astrologique que je vous avais promis est aussi révélé. C'est justement le taureau, matérialisé par le bouclier et l'arc. Et maintenant, nous comprenons pourquoi Rude a intégré le zodiaque à sa Marseillaise, car il fait partie intégrante de l'iconographie mitriaque. On le retrouve sur les tauroctonies, formant une arche au-dessus de Mitra ou formant un cercle autour de lui. Les signes astrologiques complètent ainsi la scène principale que nous venons de découvrir. S'il est satisfaisant de comprendre enfin la présence du zodiaque sur le relief,
Nous nous trouvons en revanche devant une nouvelle énigme, une énigme encore plus intrigante. Pourquoi Rude, au XIXe siècle, a-t-il fait allusion à un culte initiatique de l'époque romaine, dans une sculpture censée unifier monarchistes et révolutionnaires? Pourquoi a-t-il camouflé ces références? Et à qui ces messages étaient-ils destinés? Comme je vous l'ai dit, le mystère s'épaissit. Ce mystère, je le résous dans mon livre La remarquable découverte de l'ami Ursule, disponible sur Amazon en brochet et e-book Kindle. Des exemplaires dédicacés peuvent aussi être commandés sur victorboget.com. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur le pouce vers le haut. Si vous voulez partager votre réaction, laissez un commentaire. Et si vous souhaitez être informé quand je poste du nouveau contenu, abonnez-vous et activez la cloche. Enfin, partagez ces découvertes avec votre entourage. Merci pour votre attention.